directeur, nous savons que les populations rurales coupent le bois au profit des populations qui se trouvent dans les zones urbaines. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle alternative est-ce que vous pouvez avoir, ou bien quelle alternative est-ce que vous pouvez suggérer aux populations des zones urbaines dans la lutte contre cette coupe abusive du bois? La zone où nous intervenons, qui est la commune de Makalandi, a l'avantage ou l'inconvénient d'être proche de Niamey. Par conséquent, une bonne partie de la consommation de bois de Niamey vient donc de cette zone-là. Alors, nous sommes aujourd'hui dans la capitale du Niger, un pays qui est aujourd'hui producteur de gaz. Donc pour nous, le fait qu'on a aujourd'hui du gaz produit au Niger est d'abord la première alternative. La promotion du gaz doit aujourd'hui aller dans le sens de faire en sorte qu'une bonne partie de la population qui utilise le bois comme source d'énergie domestique se reconvertisse vers le gaz. Cela va diminuer essentiellement la demande. Si bien sûr la demande diminue, forcément on agit sur l'offre en amont. Donc c'est la première mesure. La deuxième mesure, bien sûr, c'est que en utilisant le bois, c'est de faire en sorte que ça soit une utilisation rationnelle. Donc, c'est de faire face, c'est de faire appel à une technologie qui soit moins consommatrice de bois. Donc, l'économie en bois permet aussi de diminuer effectivement la demande, par conséquent, d'influencer sur l'offre. Donc, nous avons deux pistes là pour une ville comme Niamey. C'est vraiment le gaz, mais aussi c'est de promouvoir tout ce qui est technologie susceptible de réduire la consommation de bois à travers des foyers améliorés, à travers d'autres technologies qui sont aujourd'hui apportées. Vous avez des cuisinières aujourd'hui solaires qui sont disponibles, qui sont établies et qui peuvent être aujourd'hui des alternatives à l'utilisation du charbon ou à l'utilisation du bois. Donc voilà, ce sont quelques pistes sur lesquelles nous travaillons et nous souhaitons aussi travailler davantage pour que Niamey soit, en tant que capitale, soit moins demandeuse de bois et par conséquent, comme je l'ai dit, en le mettant en lien avec d'autres activités à développer, nous puissions réduire la demande de bois en provenance de cette localité. Le premier travail à faire, comme je l'ai dit, c'est aussi la responsabilité de l'État. Donc le premier travail à faire, bien sûr, c'est de sentir qu'on a franchi un pas avec la production de gaz au Niger. Et ça doit pouvoir se sentir. Aujourd'hui, vous avez peu d'informations, peu de communication sur le fait qu'aujourd'hui, le gaz est une alternative et qu'aujourd'hui, on doit s'orienter beaucoup plus vers ça. Donc, le premier travail, c'est la sensibilisation des communautés à se référer au gaz comme source d'énergie domestique. Alors, comme je l'ai dit, les sociétés en charge de la promotion du gaz doivent en faire aussi un enjeu important. Et deuxièmement, si les gens sont informés, c'est vrai que la question de l'accessibilité est un deuxième problème auquel il faut effectivement faire face. Et c'est là aussi où la responsabilité de l'État ou même des sociétés en charge donc, de promouvoir les gaz entre en jeu parce qu'il faut faire en sorte que les gens puissent accéder dans des conditions assez faciles. Parce que dans tous les cas, ça finit par se rattraper sur la consommation. Donc, si la bouteille en elle-même constitue une contrainte, et face à le coût du gaz qui est abordable, donc il faut trouver une solution impérativement à ça pour qu'on n'ait plus besoin effectivement de se poser la question s'il faut aller au gaz ou pas, parce qu'il nous faut arriver à une situation où le gaz devient moins cher à utiliser que le bois. Là, on aura sauvé la forêt nigérienne. Monsieur le directeur, on va parler un peu de l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire vraiment pour atténuer ce phénomène au Niger? Vous savez, les marchés de bois ont été mis en place avec une législation, donc c'est une pleine responsabilité de l'État, la mise en place des marchés de bois. Par conséquent, le dispositif qui a été prévu était un dispositif qui permettait la régénération, qui permettait la préservation, qui permettait l'exploitation rationnelle. Mais aujourd'hui, je vous ai dit que ces marchés de bois sont gérés en dehors de toute réglementation. La première responsabilité de l'État, c'est de faire en sorte que cette activité, la vente de bois, se fasse selon la réglementation en vigueur. Ça incombe premièrement à l'État. À travers aussi ces services déconcentrés, ces services au niveau département, au niveau des communes, qui doivent s'assurer qu'effectivement chaque marché se gère en fonction des normes qui sont établies. Et deuxièmement, les agents des eaux et forêts, donc les services déconcentrés de l'État, ont aussi la responsabilité de former les communautés à comment couper le bois, comment tailler un arbre, comment exploiter la ressource pour qu'elle puisse régénérer. Les normes de coupe sont à vulgariser et c'est aussi la responsabilité de l'État de le faire et de s'assurer que c'est fait, même si des ONG peuvent apporter un appui.
Donc l'État a sa place, non seulement au plan législatif pour que la législation soit respectée, mais aussi au plan de la vulgarisation des techniques qui permettent aujourd'hui de préserver la ressource bois. Troisième élément, nous avons atteint un niveau de dégradation dans certaines zones où il faut des interventions d'envergure. Et l'État doit effectivement donner un coup de pouce à ce niveau-là pour que réellement il y ait une avancée significative dans la récupération effectivement des terres. Voilà. Donc ça veut dire que ça interpelle tous les acteurs, l'État en premier lieu, les collectivités, les communautés et aussi des partenaires comme les ONG et comme les associations. Donc nous sentons tous responsables de cette situation. Par conséquent, nous avons obligation à faire quelque chose. Voilà, peut-être une dernière question, monsieur le directeur. Vous l'avez déjà effleuré. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de tous les acteurs, aussi bien les communautés que vraiment ceux qui peuvent faire, aussi bien que les communautés que les décideurs, sur ce phénomène qui gangrène l'environnement? Oui, mon premier appel va à l'endroit, comme je l'ai dit, à l'endroit de l'État, du ministère de l'Environnement et des services déconcentrés. Je pense que si réellement à ce niveau-là, on s'assume pleinement par rapport aux responsabilités de l'État, je pense qu'on va résoudre le problème à moitié. Si vraiment l'exploitation du bois se faisait aujourd'hui selon les normes établies, on aura gagné suffisamment. Un appel va en direction aussi de ces intervenants et pour que réellement nous prenions en charge toutes ces questions-là pour préserver davantage nos ressources et préserver l'avenir de nos communautés parce que c'est ça qui est en jeu. C'est l'avenir des générations futures qui est en jeu. Déjà, les générations actuelles subissent le phénomène. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que sera si rien n'est fait? Qu'est-ce que sera pour les générations à venir? Voilà. Merci bien, monsieur le directeur. Merci. Comme au terme de cette émission, le magazine de l'environnement, nous avons eu comme invité M. Draman Coulibaly du CESAO. Il nous a parlé des conséquences de la coupe abusive du bois. Quelle alternative est-ce que nous pouvons adopter pour endiguer ce phénomène qui gangrène gravement notre environnement?